Salut à tous, bienvenue pour la deuxième partie de Pressentiment consacrée à Habib Beye. Il aurait pu porter ce maillot, il a choisi celui du Sénégal, c'est un sujet qu'on va aussi aborder avec lui. Pressentiment, deuxième partie, avec le consultant de Canal+, Habib Beye, c'est tout de suite. Top générique. Mesdames, Messieurs, deuxième partie de Pressentiment avec Habib Beye et avec tout de suite un invité. Écoutons. Salut Habib, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter de ne pas être venu à RMC pour faire avec moi la meilleure émission de foot de la galaxie? Ciao, je t'embrasse. Voilà, Habib Beye avec une question de Daniel Riolo. J'ai reconnu Daniel. Ouais, j'ai reconnu Daniel pour qui j'ai beaucoup d'affection. On a très souvent je trouve la même vision. J'aime beaucoup la vision. Tu as travaillé à RMC en 2015, non? Oui, exactement. En 2014, je crois. 2014 ou 2015? Non, 2014, parce que 2015, je commence avec Canal+ à temps plein, mais ça devait être 2014-2015 en tout cas. Voilà. J'apprécie beaucoup Daniel pour son franc-parler. Je trouve qu'il a un avis tranché qui est le sien, mais c'est respectable parce qu'il argumente. On peut ne pas être d'accord avec Daniel, mais c'est rare qu'il n'argumente pas en tout cas son point de vue. Et moi, j'aime les gens qui argumentent leur point de vue parce que, encore une fois, on n'est personne pour remettre en question le point de vue des uns ou des autres sur un sujet particulier. Ensuite, pourquoi je ne suis pas venu à RMC? La seule raison pour laquelle je ne suis pas allé à RMC, Le pognon. Non, du tout. Alors là, justement, et Daniel le sait, Gilbert Bribois le sait, et à l'époque, François Pesanti, qui était le boss chez RMC, le sait aussi. La proposition d'RMC, financièrement, était plus intéressante que celle de Canal+. Mais moi, aujourd'hui, ce métier-là, c'est commenter des matchs de football. Et à l'époque, RMC était radio, mais n'était pas télé sur le commentaire de match. Et moi, j'avais absolument besoin de commenter des matchs parce que, tu le sais, on en parlera après, mais mon ambition est d'entraîner. Et si tu veux, aujourd'hui, les commentaires de match me donnent une base de données énorme pour le métier que je veux faire après. Et malheureusement, à cette époque-là, et je dis bien à cette époque-là, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais RMC n'avait pas de match à commenter. Ou en tout cas, ils avaient quelques matchs, très très peu à l'époque. Et ce n'était pas en fait ce que moi je recherchais. Or, Canal+ me permettait pas de faire de radio, mais de commenter des matchs et de faire aussi des émissions de télé. Et c'est pour ça que j'ai choisi Canal+, mais en aucun cas parce que RMC, je n'étais pas satisfait du ton, comme certains l'ont dit, pas du tout. C'est vraiment, j'étais très content de faire cette émission avec Daniel et avec Gilbert. Ça a été aussi très formateur pour moi. J'aime beaucoup les deux personnages, vraiment Daniel et Gilbert, que j'aime beaucoup. Et je les cite à chaque fois aussi. Jamais je omets le fait que j'ai commencé avec l'after Daniel et Gilbert, parce que je pars du principe que c'est un parcours qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de respect pour Daniel et pour Gilbert, mais voilà pourquoi j'ai choisi Canal+. Et on rappelle que le premier match que tu as commenté, c'était avec le meilleur club d'Angleterre de toute l'histoire. Je ne citerai pas de nom, tout le monde aura compris. Tu as donné ta réponse à Daniel. Est-ce qu'il y a un sportif, quel que soit le sport, qui te ferait faire ou qui t'a fait faire des kilomètres pour le voir jouer? Alors non, parce que j'aurais aimé faire des kilomètres pour voir Michael Jordan, qui était mon idole absolue, que je n'ai pas pu rencontrer malheureusement, que j'ai vu de loin. Donc je suis allé à un événement où il était et je l'ai vu passer de loin. À la Ryder Cup? Non. Oui, exactement. Et c'est surtout qu'il venait s'entraîner lui jouer au golf à Saint-Nom-la-Bretèche, qui était une base d'entraînement pour certains joueurs, puisque la Ryder Cup était, je crois, à Saint-Quentin, si je ne me trompe pas. Mais je n'ai pas pu lui parler, je n'ai pas pu faire de photos avec lui. Mais malgré tout, comme pour moi, il représente un mythe, ce n'est pas un immense regret aujourd'hui. Voilà, je me dis, j'aurais aimé avoir ma photo avec Michael Jordan, mais il reste aujourd'hui l'idée du mythe, l'inaccessible pour moi et l'idole absolue. C'est pour ça que j'ai joué avec le 23 d'ailleurs, une grande partie de ma carrière. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait j'aurais pu faire des kilomètres et des kilomètres pour aller le voir jouer un match de basket. C'est quand même le seul homme que j'ai vu sans garde du corps quand même, pour te monter un peu la stature du gars. C'est exceptionnel. Tu as parlé de Michael Jordan, et dans le foot, est-ce qu'il y a un joueur que tu trouves qui t'aurait fait faire ça? Il n'y en a pas? Si, j'ai été très très fan de Lilian Thuram. Et je lui ai dit à Lilian d'ailleurs quand je l'ai rencontré, on a fait un match caritatif ensemble à Alençon pour Stéphane Guy.
Et Lilian Thuram était là et je lui ai dit, tu étais mon exemple quand tu étais joueur. C'est-à-dire que je regardais, il jouait un petit peu le même poste que moi. Donc, j'étais très attentif aux performances de Lilian. Après, j'ai pas eu d'idole absolue en fait dans le football concrètement, mais c'est vrai que Lilian était quelqu'un que j'ai beaucoup regardé, que j'ai énormément apprécié et c'était une forme de modèle pour moi dans ma construction. Voilà. Tu te prédestines à devenir entraîneur. C'est quelque chose qui te passionne par le rapport humain, on vient de l'entendre, et aussi par la passion du jeu. Deux questions à ce sujet, enfin trois. D'abord la première, quand est-ce que tu vas franchir le pas? Bah, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai pu enchaîner les deux premiers diplômes, donc qui sont le BEF qui est dispensé par la Ligue de football et le DES qui est dispensé par la Fédération française de football à Clairefontaine. Et il faut un troisième niveau de diplôme qui s'appelle le BEPF, qui est également dispensé par la Fédération française de football. Sauf que la problématique, c'est que cette année, on ne nous a pas donné l'occasion de s'y inscrire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas déposer les dossiers. Donc, on nous a demandé de patienter 1 an. C'est une problématique parce que je trouve qu'en France, c'est beaucoup trop long. Là, exemple, si je peux me présenter au BEPF de l'année prochaine et que je l'obtiens, j'aurais mis 4 ans à obtenir un diplôme pour enfin pouvoir entraîner un club de Ligue 1. Parce que vous ne pouvez pas entraîner un club de Ligue 1, de Ligue 2 ou de National sans le BEPF. Ça, c'est la problématique première. Si demain, on me donne l'opportunité de le faire, même avec mon DES, je ne franchirai le pas parce que c'est mon obsession. Et j'estime qu'aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait depuis maintenant plus de 2 ans avec mes adjoints, parce que j'ai des gens qui m'accompagnent maintenant depuis 2 ans dans le processus de formation, dans ce processus de construction d'entraîneur, j'estime qu'à un moment donné, il faut franchir le pas, que les diplômes ne doivent pas être un frein, mais par contre, je veux être légitime dans ce métier. Et je ne veux pas laisser l'opportunité à qui que ce soit de questionner mes compétences en remettant en cause l'obtention des diplômes. Donc, l'idéal serait que j'ai ce dernier diplôme et qu'ensuite, je puisse franchir le pas. Maintenant, si une opportunité arrive avant, je t'avoue qu'elle sera étudiée. Je me suis aussi entouré de Classico Sports qui sont mes agents et qui travaillent à mes côtés justement pour justement arriver à ce projet et que ce projet arrive à maturité. Donc, je me suis aussi construit un environnement positif autour de moi pour enfin arriver à cette obsession qui est d'entraîner parce que je sais que c'est une passion. Je suis intimement convaincu que c'est le métier que je veux faire et c'est surtout le métier que j'ai envie de faire. Donc voilà, à partir de là, on est dans ce processus en espérant que le BEPF s'ouvre à moi l'année prochaine. Tu préférerais être adjoint dans un top club européen ou entraîneur principal dans un club de seconde zone? Je pense que l'un peut aller avec l'autre. Tout est une question de processus. Si demain, on m'offre l'opportunité sur ma dernière année de formation d'être dans un staff d'un grand club européen ou même d'un très bon club aujourd'hui français, on n'est pas obligé d'aller dans les grands clubs européens, mais demain, si on m'offre l'opportunité d'être adjoint d'un très bon staff, d'un très bon club français ou d'un bon club français, pourquoi pas? Puisque de toute façon, il faut que je passe par là pour obtenir mon BEPF. Après, si tu me demandes le choix immédiat, si j'avais les deux propositions, bien sûr que je préfère être numéro 1. D'accord. Parce que c'est mon ambition à terme. Voilà. Je crois que c'était clair. Deux questions à ce sujet encore. Si tu avais un modèle de coach aujourd'hui dans sa façon de faire évoluer son équipe, dans sa philosophie de jeu, tu te rapprocherais de qui si on devait te comparer dans ce que tu veux, la manière dont tu veux faire évoluer tes joueurs, en considérant bien évidemment que tu aurais les joueurs pour, il va sans dire. Alors, je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas prendre comme quelque chose de prétentieux, mais je voudrais ressembler à Habib Beye pour 2 raisons. La première, c'est qu'à un moment donné, je dois incarner mes idées. Et j'aurai forcément des influences. Mes influences, elles peuvent être Jürgen Klopp, elles peuvent être Pep Guardiola, mais elles peuvent être aussi Pélissier, du côté de Lorient. Je pars du principe qu'aujourd'hui, copier, c'est impossible. Avoir l'ambition de jouer comme Pep Guardiola, c'est impossible. Être influencé par ce qu'il développe aujourd'hui, lui, en tant qu'entraîneur, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut absolument incarner tes idées. Tu ne peux pas arriver devant ton groupe et dire « Regardez, Guardiola, il joue comme ça, donc on va faire la même chose. » Non, non. Nous, on a aujourd'hui une philosophie, on veut avoir une identité, on a travaillé pour ça et on va développer aujourd'hui notre philosophie à l'intérieur du groupe dans lequel je suis. Ne jamais oublier que ta philosophie, elle n'est orientée aussi que par le groupe que tu as à ta disposition.
il faut que tu puisses évaluer le groupe que tu as à ta disposition pour ensuite définir ton projet de jeu, même si bien sûr dans tes principes, dans tes grands principes et dans ta philosophie, tu l'as construit. Mais ne jamais oublier qu'il faut t'adapter à ton effectif. Et ça, je ne perds pas ça de vue. Donc, c'est pour ça que je te dis, je veux être l'entraîneur que je suis. Je veux être Habib Beye avant d'être Jürgen Klopp, Pep Guardiola. Je veux être Habib Beye. Par contre, j'ai des influences. Mais les influences, aujourd'hui, elles sont multiples. J'ai la chance de travailler avec des gens qui me permettent de voir beaucoup de matchs, de regarder ce qui se fait à l'étranger, de regarder ce qui se fait en France, de regarder ce qui se fait en Allemagne et de décrypter et de prendre toutes les bonnes idées à droite et à gauche. Tu sais, le meilleur des entraîneurs, c'est le plus grand des voleurs. On peut dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, Pep Guardiola est allé chercher chez Bielsa des informations. Jürgen Klopp, il est allé se former ailleurs, à droite et à gauche, et il a un petit peu picoré partout. Par contre, aujourd'hui, Liverpool, c'est Jürgen Klopp, avec ses idées à lui, avec son incarnation, et c'est lui aujourd'hui qui met en place cette équipe. Moi, je souhaite aujourd'hui aller voir les entraîneurs, voir comment ils travaillent, mais le jour où je vais avoir un groupe à ma disposition, je veux que mes joueurs comprennent que l'entraînement, c'est Habib Beye, que la gestion du groupe, c'est Habib Beye. Ce n'est pas un copier-coller de ce que j'ai vu très très bien à la télé 2 jours avant. Oui, ça m'influence. Oui, je picore, mais je veux incarner mes idées. Et c'est pour ça que l'entraîneur que je veux être, c'est l'entraîneur que je suis, c'est Habib Beye. Voilà. Juste pour te parler de Klopp, c'est quand même le seul entraîneur qui joue avec 4 attaquants contre Manchester City. Je voudrais juste quand même que ce soit précisé puisque tu parlais de lui. Tu es entraîneur, Habib, et tu as le choix, Cristiano Ronaldo ou Messi. Alors, j'aime pas l'un et l'autre. Non, pas les deux. Je vais te donner une réponse. Je déteste qu'on les compare parce que pour moi, ils sont en train de faire quelque chose que très peu de gens ont fait aujourd'hui dans le football. Ils sont en train de marquer leur temps. Si tu me demandes une préférence esthétique et une préférence qui est liée à moi, je prends Cristiano Ronaldo. Maintenant, je ne veux pas que les gens pensent que Ronaldo est meilleur que Messi et que Messi est Ronaldo. On a la chance de vivre à une époque où on a vu 2 extraterrestres. Et la seule chose qu'il faut se dire, c'est que le jour où ces 2 mecs-là vont arrêter, j'espère qu'on versera une larme et qu'on se dira quel pied nous ont donné ces mecs-là. Quel pied d'avoir vu ces 2 joueurs-là ensemble au même moment se tirer la bourre. Je ne souhaite pas qu'un jour ce débat existe en train à dire « Ah, Messi était meilleur que Ronaldo ». Que tu préfères Messi, je le comprends. Que toi, en tant qu'homme, tu dis « me parle plus ». Pas de problème. Moi, Ronaldo me parle un petit peu plus, mais dans ce que je suis moi, parce que peut-être que j'étais un athlète et que je n'avais pas de prédisposition et qu'en gros, je me suis construit en tant qu'athlète. Et Ronaldo, son histoire de vie, au-delà du fait qu'il a un talent immense, c'est quelqu'un qui s'est construit en tant qu'athlète. Donc, ça me parle un petit peu plus, mais jamais je les comparerai. Maintenant, si tu me demandes, voilà, je prends Cristiano Ronaldo. 4 questions courtes pour 4 réponses qui ne le seront pas, je le sais, mais quand même, je vais y croire. Tu es sur les réseaux sociaux, sur lesquels, et est-ce que c'est toi qui t'occupes de tes propres comptes? Alors, je m'occupe de tous mes comptes, de tous mes réseaux sociaux. Donc, je suis sur Twitter et je suis sur Instagram. Et les 2 réseaux sociaux sont gérés que par moi. Personne n'intervient sur mes réseaux sociaux. Ma communication, elle est de moi. Les posts photos et les posts stories de mon Instagram sont de moi. Personne n'intervient sur mon téléphone, personne ne communique pour moi. Même si aujourd'hui, à l'intérieur de la structure dans laquelle je suis, Classico Sport, il y a une grosse structure de communication. On est en train d'échanger pour voir quels éléments on peut développer, par exemple une chaîne YouTube ou des podcasts à travers des analyses de matchs. Donc là, on est en train de travailler dessus parce que je trouve que ça pourrait être très pertinent. Mais pour l'instant, mes réseaux sociaux, c'est moi qui les contrôle à 100%. On parle toujours de médias, tout au moins de communication. Ton répondeur téléphonique, est-ce qu'il est personnalisé? Non, je crois que c'est un répondeur standard. Je crois qu'on dit juste, vous êtes sur le portable, c'est standard, et après Habib Beye, ou je ne sais plus, mais je crois que c'est standard. Mais pour le dire, je l'écoute très rarement. Je suis très texto, moi. Très texto. Ah, d'accord. Voir WhatsApp, je sais de quoi je parle. Voir WhatsApp. Est-ce que tu as une musique spéciale sur ton téléphone quand on t'appelle? Non, je n'ai pas une musique spéciale. Mais par contre, j'ai des musiques dans la tête qui résonnent lorsque je préparais des matchs qui sont assez fondatrices pour moi. Voilà. Bon, ça serait pas Jump de Van Halen, hein? Non, si, justement. Celle-ci, pour toi, elle est importante. Je comprends bien. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, que Jump de Van Halen a été joué plusieurs années aussi à Strasbourg. Oui. Avant que ça n'aille à Marseille. Je reste sur ton portable, une dernière question. Est-ce que tu as un fond d'écran particulier? Oui, mes enfants.
D'accord. D'accord. On a parlé de ton téléphone. Je vais te reposer encore 2 questions rapides. Et puis la troisième, où là, je pense que tu feras 1h30, donc on coupera. Les 2 questions. Tu as joué dans l'un des plus beaux stades d'Angleterre qui soit, je parle de Villa Park, tout au moins là, quand on sort du parking et qu'on a cette façade qui est un endroit juste exceptionnel. Pardon, c'est mon amour du football anglais qui parle, mais c'est vrai que c'est l'un des plus beaux stades. Mais toi, en tant que maintenant observateur, même si tu commandes depuis Paris à cause de la Covid, mais en espérant que très vite tu puisses repartir dans les stades, quel est celui qui a pour toi l'architecture la plus incroyable? Newcastle, c'est quelque chose. St. James Park, oui, mais tu as joué. Ouais, tu as joué. ouais, j'y ai joué, mais le décroché, en fait, cette immense tribune et le décroché de la tribune basse de l'autre côté, qui est en fait une tribune qu'ils n'ont pas pu rénover puisque c'est monument historique, donc ils ne pourront jamais la toucher quand ils ont rénové le stade. Mais je trouve que ce décroché, d'avoir cette immense tribune d'un côté et la tribune un petit peu plus, alors pas rustique, mais plus basse de l'autre côté, est quand même une architecture assez incroyable. L'Emirates, c'est un vaisseau, hein, c'est un vaisseau, mais je trouve qu'il n'y a pas d'ambiance dedans. Et après, Anfield. J'ai pas parlé d'ambiance. Attends. L'ambiance, Ouais. c'est la question d'après. Là, je te parle vraiment d'architecture. L'architecture. Ouais, d'architecture, St. James Park Tu n'es pas obligé de parler que d'Angleterre. Hein. Tu peux aller au-delà des frontières anglaises. Pour toi, St. James. Non, Celtic Park. Ah, ben voilà. Non, Ah mais, oui, Celtic Park. Ouais, Celtic Park. Qu'est-ce que tu aimes les statues quand tu arrives sur l'entrée principale avec les statues Ouais, oui, Celtic Park parce qu'il y a ce côté un peu écossais, très british et oui, il représente quelque chose. Après, franchement, celui qui m'a le plus impressionné récemment, c'est celui de Tottenham, le nouveau. J'ai été subjugué par la beauté de ce stade. C'est un stade, mais dans un immeuble. En fait, c'est quelque chose. Il y a tout en fait dans ce stade. On a l'impression qu'ils ont tout pensé. Il n'y a pas 1 centimètre de béton. Tout est peint, tout est carrelé. Enfin, c'est une œuvre d'art. Voilà. Le nouveau stade de Tottenham est une œuvre d'art. On a parlé de l'architecture. On va parler de l'ambiance. Quelle est la plus belle ambiance que tu aies vue dans un stade de foot? Et Celtic là, Park. alors, pardon, ça peut être aussi en tant que joueur, puisque toi, tu as la double casquette. Ouais. Celtic Park, pourquoi? Pour un derby? Alors, j'ai joué à Celtic Park pour une œuvre caritative. Et c'était assez incroyable parce que j'ai joué à Celtic Park pour le retour de Stan Petrov, qui avait été touché par une leucémie. Et à son retour, ils ont organisé un match. Et il se trouve que le stade était plein. Pour une œuvre caritative, le stade était plein. Il n'y avait plus une place. Et l'ambiance dans le stade, lorsqu'ils ont chanté le You Never Walk Alone, je n'avais jamais vécu ça, en fait, sur un terrain. Et en plus, pour un match caritatif, où tu te dis, tu n'es pas en train de jouer une finale de Ligue des Champions. Donc, ça m'a tellement saisi que ça m'a impressionné. Et après, pour le bruit, la Turquie. La Turquie à Beşiktaş. On ne pouvait pas s'entendre avec Stéphane Guy qui était à 30 cm, on n'arrivait pas à s'entendre. Le bruit était ahurissant, mais vraiment ahurissant. C'était même presque gênant en fait. Et à la fin du match, tu repars, ça te bourdonne quoi. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vécu ça. Après, la meilleure ambiance que j'ai vécue, c'est Marseille-Newcastle, 2-0, Ah oui. demi-finale de Coupe d'Europe. Drogba? Je te jure, Eric, sur le but de Drogba, le deuxième, et à la fin du match, on était sur le terrain, on sentait les vibrations sur la pelouse des gens qui étaient dans les gradins. Et c'est pas une légende. Hein. Tu pourrais demander à tous les gens qui étaient sur ce terrain, on sentait la vibration des gens qui sautaient, des 60 000 personnes qui sautaient, et on se disait mais c'est pas possible, ça va. On n'était pas en train de te dire ça va tomber, mais tu te dis et ouais, cette ambiance-là, elle m'a saisi parce que pour le coup je suis dans l'équipe, parce qu'on gagne et parce que je le vis quoi. Voilà. Oui, c'était une belle demi-finale. J'ai du mal à le dire, mais il faut reconnaître que quand c'est du beau football, c'est légitime. Il nous reste une question, Habib, très sérieusement. D'abord, merci. Vraiment, c'est pour ceux qui aiment le foot, pour ceux qui aiment la relation à l'autre. Je pense que tu es une représentation bénéfique. Et donc, c'est chouette de t'avoir entendu aujourd'hui dans ce numéro de Pressentiment qui me tarde vite de monter pour vite le diffuser parce que c'était passionnant. Dernière question, Habib, il est interdit de faire 1h30 de réponse là-dessus. La voici. Quel est ton avis sur l'assistance vidéo? Écoute, je vais être très bref. Non, je ne te crois pas.
Si, je vais être très bref. J'étais un ardent défenseur du VAR. J'étais persuadé que ça apporterait énormément au football d'aujourd'hui. J'étais persuadé qu'on ne verrait plus les injustices qu'on a pu voir par le passé, qui décident de matchs très importants. On ne va pas rappeler la main de Maradona, le but de Lampard qui rentre et qu'on n'accorde pas et ça fait sortir l'Angleterre, mine de rien, d'une Coupe du Monde. La main de Vata, toutes ces choses-là. Et en fait, j'en suis revenu. J'en suis revenu parce que je me suis rendu compte que ça n'avait rien réglé, que les polémiques étaient encore plus importantes qu'avant et que, encore une fois, je ne suis pas en train de te dire que le VAR doit disparaître. Mais si le VAR veut trouver une forme de crédibilité, il faut vite qu'il soit réformé et il faut vite qu'on le réinvente en quelque sorte et qu'on le reprogramme dans ce qu'il est. Sinon, moi, je pense qu'on court au drame et on court en fait à oui, parce que je pense qu'on va contre l'essence du jeu et on va contre l'émotion que provoque le football. Et si aujourd'hui tu aimes autant le foot, c'est que peu importe les décisions, tu as été pris par l'émotion. Et rappelle-toi maintenant de tout ce que tu vois avec le VAR depuis quelque temps. Parfois, le VAR t'a coupé de ces émotions-là. Elle t'a coupé de ces émotions-là et je trouve qu'il faut faire attention à ne pas trop toucher aux émotions que provoque le sport et en partie le football. Voilà mon avis aujourd'hui sur le VAR. Je n'ai pas un arrêt définitif, mais il faut très très vite le réformer. Voilà. Habib Beye dans Pressentiment, une heure de bonheur absolu. Merci Habib. Comme je l'ai dit à Nicolas, puisque vous avez la passion commune du football anglais, sache que je vais faire un jeu qui s'appelle You Never Foot Alone et je serai honoré que tu fasses partie des invités parce que c'était délicieux. Merci Habib. Merci Eric.